Bonsoir à tous, c'est le début d'une nouvelle semaine d'information locale avec TV78, l'heure du 7-8 journal de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce lundi 24 septembre. Elle a fait sa rentrée politique dans la seule ville frontiste d'Île-de-France. Marine Le Pen était hier à Mantes-la-Ville dans un moment difficile financièrement et judiciairement pour sa formation. La présidente du Rassemblement national est venue célébrer la fête du drapeau, nouveau rendez-vous du parti. Le ministre de l'Action et des Comptes publics également dans les Yvelines. Vendredi, Gérald Darmanin était de passage à Marly-le-Roi. Objectif, faire de la pédagogie et expliquer les principales mesures prévues dans le budget 2019. L'an prochain, une baisse de 6 milliards d'euros d'impôts est notamment prévue pour les ménages. Et puis ce sera notre fil rouge cette semaine. Le premier dossier de la rédaction est consacré à l'alimentation de nos enfants à l'école. Nous partons ce soir dans plusieurs lycées du département qui favorisent les produits bio et locaux. Et des invités également dans ce journal. On parle du prix des talents de la création d'entreprise. L'une des lauréates a été incubée à la couveuse lab du BGE Yvelines. On fait le point aussi sur les besoins en don du sang en ce mois de septembre. C'est à suivre dans ce journal. Marine Le Pen était donc ce dimanche à Mantes-la-Ville pour célébrer la fête du drapeau. C'est un nouvel événement du Rassemblement national. La commune RN était l'occasion pour la présidente du parti de marquer sa rentrée politique. C'est dans l'une des rares communes frontistes de France. Reportage d'Isabelle Karaïskos. La présidente du Rassemblement national en terrain conquis ce dimanche à Mantes-la-Ville. Unique commune d'Île-de-France ayant un maire RN, la ville était une opportunité pour Marine Le Pen de ranimer des militants encore sonnés par l'échec à la présidentielle. Puisque nous nous retrouvons ici, dans cette ville de Mantes-la-Ville, qu'il me soit permis de féliciter notre maire Cyril Naute et son équipe pour l'excellent travail qu'ils poursuivent ici, dans cette belle ville de Mantes. En difficulté financière et judiciaire, le Rassemblement national fait sa rentrée régionale dans une commune dont la mairie, discrète, se veut servir d'exemple pour l'ensemble du territoire. C'est aussi une vitrine de ce qu'on est capable de faire d'un point de vue politique, d'un point de vue local, sur la sécurité, sur le développement de la vie culturelle, sur la non-augmentation des impôts. Pour les militants locaux, la visite de leur présidente, jamais venue auparavant dans la commune, est une opportunité électorale pour le département. On a de plus en plus de départements qui sont favorables à Marine Le Pen et on espère en gagner de plus en plus. Mantes, ça a été un grand centre pour le Front National. Elle s'est toujours occupée de l'immigration. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup trop en France, c'est certain. Et que si elle pouvait faire quelque chose, j'ai rien contre eux, il en faut malheureusement, puisque les femmes ne veulent plus faire d'enfants. Avec seulement une dizaine de communes RN en France, Marine Le Pen marque le coup avec Mantes-la-Ville. Malgré les honneurs faits au maire Cyril Naute et à sa commune, la présidente était de court passage et n'aura pas rencontré ses habitants. Politique toujours, le budget 2019 a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Il prévoit l'an prochain notamment une baisse d'impôts de 6 milliards d'euros pour les ménages et la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation, des mesures défendues par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics était à Marly-le-Roi en fin de semaine dernière sur invitation de la députée des Yvelines Marie Lebec. Reportage de Nicolas Dandry. Le ministre des Comptes publics face aux Yvelinois. Gérald Darmanin est venu défendre les mesures budgétaires prévues pour 2019, comme la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation, accompagnée d'une réforme de la fiscalité locale en cours de réflexion. C'est un vieil impôt, inégalité entre les citoyens, entre les communes. C'est pas la même chose de recettes fiscales à Trappes et à Versailles, par exemple, évidemment. Essayer de spécialiser les fiscalités par collectivité. La TVA pour la région, la CSG pour le département, la commune plutôt la taxe foncière quand vous êtes propriétaire. C'est un débat que nous offrons, on a bientôt le Congrès des maires de France, aux élus pour que nous puissions en discuter. À chaque collectivité, sa recette fiscale, l'idée de cette réforme prévue pour février 2019. Les élus locaux ont des attentes précises vis-à-vis de l'État. On a engagé, nous, depuis plusieurs années, des plans de réduction des dépenses, des plans aussi de recherche d'économie de tous les côtés. On veut bien, si vous voulez, porter cet effort d'économie, qui est un effort d'économie qui porte toute la nation, mais il faut que l'État lui-même, à son niveau, fasse des efforts qui soient à la hauteur des mêmes efforts qu'il demande aux communes. Autre point dans le projet de loi de finances 2019, la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en baisse de charges pour les entreprises. Nous mettons 20 milliards de transformation du CICE
la fameuse subvention que l'État a versée aux entreprises, en baisse de charge. C'est-à-dire qu'on fait la baisse structurelle d'impôts. Et l'année prochaine, par exemple, une entreprise pourra embaucher quelqu'un au SMIC à 0 €. Plutôt que d'attendre un an. Donc pour nous, ça ne va pas nous faire gagner d'argent, ça ne va pas nous en faire perdre, mais en termes de gestion d'entreprise, c'est plus intéressant. Le gouvernement a jusqu'au mardi 2 octobre 2018 pour déposer le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. On parle encore d'économie avec deux invités qui m'ont rejoint en plateau. Marie-Dominique Rosoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la couveuse lab du BGE Yvelines. Avec nous également l'une de vos anciennes incubées. Bonsoir Hugoline Solaire. Bonsoir. Vous êtes la présidente et cofondatrice de RecNorec. Alors vous êtes récente lauréate du prix Talent de la création d'entreprise, catégorie innovation. Déjà, pour commencer, c'est quoi ce prix pour le présenter ? Alors c'est un prix qui visiblement pour la 20e édition récompense des entreprises qui ont créé leur activité dans la région et dans d'autres régions de France. Et là, pour le coup, pour ma part, c'est la catégorie innovation qui a récompensé mon projet. Et c'est un prix qui est remis par le réseau BGE. Oui, quelle est votre réaction ? Vous êtes honoré, c'est ça ? Ah bah bien sûr, oui. Et puis c'est une forme pas encore de reconnaissance, mais en tout cas de mise en lumière de mon projet de la part de la région Île-de-France. Et comme c'est un projet qui a vocation à alimenter la région en développement, je trouve que c'est assez cohérent, donc ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ce prix ? Vous le disiez, vous êtes encore plus sûr dans votre démarche, dans votre projet, votre entreprise ? Non, je dirais pas ça, mais c'est plutôt que je me sens plus légitime. La preuve du travail bien fait, peut-être ? Peut-être, et puis la preuve de la persévérance, on va dire. Non, je me sens plus légitime pour aller voir la région, pour lui demander du soutien dans le cadre du montage plus opérationnel du projet. Justement, votre entreprise RecNorec, quel est son domaine d'activité ? Alors notre particularité est que nous mettons en place une organisation industrielle pour recycler les déchets qui échappent aux filières de recyclage aujourd'hui. Donc c'est une solution technologique et d'organisation qui permet de recycler des déchets qui sont mélangés, qui sont sales, qui sont difficiles à trier ou qui ont déjà fait l'objet d'un tri dans des centres de tri, et de les transformer en un matériau comme comme les échantillons que je présente ici. Vous êtes venu avec quelques objets sur ce plateau. Oui, des échantillons pour montrer un peu la mise en forme, et encore c'est très limité, de cette matière. Et donc notre démarche vise à offrir une solution alternative au centre d'enfouissement et à l'incinération des déchets, mais qui a des performances tout à fait similaires, voire supérieures à des filières de recyclage habituelles, puisqu'on passe directement de ce mélange de déchets à cette matière très solide et assez originale. Et vous êtes venu également avec ce trophée des talents remis par le BGE, talent j'ai perdu le nom, talent de la création d'entreprise. Pardon. Marie-Dominique Rosoli, le fait qu'une ancienne incubée soit récompensée, c'est aussi la preuve pour la couveuse lab que le travail est bien fait, l'accompagnement a été bien fait en tout cas dans ce cas. Évidemment, on est extrêmement heureux pour Hugoline. C'est à la fois une personne qui a des compétences, qui a des idées, qui est novatrice, et avoir pu accompagner ce projet dans une première phase, parce que l'accompagnement continue. C'était dans le cadre de la couveuse, et aujourd'hui Hugoline fait partie du SkyCube, dans le cadre d'un autre type d'accompagnement. Pour nous, c'est vraiment une réussite, et on a très bon espoir pour la suite, parce que ce projet, il a de multiples dimensions. Évidemment, Hugoline l'a dit, on est dans du recyclage de matériaux, mais c'est aussi un projet qui a une forte notation sur les aspects sociétal et environnemental. Donc, on est fiers. Alors, la couveuse a fêté cette année 10 ans. Vous avez d'ailleurs reçu à cette occasion. C'est quoi les objectifs d'une couveuse ? Alors, les objectifs, c'est à un moment donné, dans le cadre de son parcours de création d'entreprise, de tester son activité et de voir jusqu'où on peut aller et prendre la décision au final de créer son entreprise, qui a été le cas d'Hugoline, même si on sait, parce que c'est un projet qui est complexe, qui est technologiquement avancé, que des tests, il y en aura encore. D'ailleurs, elle ne vous l'a pas dit, mais elle part d'ici quelques jours au Brésil pour finaliser ses tests. D'accord. Et donc voilà, la couveuse, c'est ça, c'est de permettre à des personnes de tester leur projet pour s'immatriculer dans un cadre légal, avec un accompagnement individualisé, avec des formations, et puis avec la possibilité aussi de facturer. Et puis une autre possibilité qui est primordiale, notamment dans ce type de projet technique, c'est d'utiliser un numéro SIRET qui vous permet en fait d'interagir avec d'autres professionnels.
Et on le voit au travers de l'exemple de Recnorec, d'Hugolin, qu'il y a des sorties positives après cette expérience dans la couveuse Lab. Oui, effectivement, les sorties positives sont nombreuses, puisque presque près de 70% des personnes qui sont en couveuse vont créer leur activité, 15% vont retrouver un emploi. Donc ce sont effectivement des taux qui sont extrêmement intéressants et qui sont possibles parce qu'on est dans un cadre d'accompagnement renforcé. Dernière question, il nous reste 30 secondes environ. La suite, là, pour vous allez partir au Brésil, c'est ça ? Oui, alors je pars au Brésil pour réceptionner des mini-machines, donc la technologie à échelle très réduite, et pour apprendre à m'en servir avant de la rapatrier ici. Et je me permets un appel très rapide, puisque vous avez certainement une audience très développée. Je recherche un atelier de toute petite taille, 30 mètres carrés, dans les environs de 50 ans en Yvelines Nord, Plaisir, Les Clés, et qui soit équipé de puissance électrique. Donc voilà, un atelier technique de toute petite taille et qui sera à notre disposition pendant quelques mois pour pouvoir mener les projets avant de changer d'échelle. L'appel a été passé. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations sur le dispositif de la couveuse du BGE Yvelines, je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Une conférence de presse axée en partie sur la jeunesse. Le député des Yvelines, Didier Bécher, a fait le point sur les dispositifs du gouvernement pour l'insertion professionnelle. 5 Saint-Quentinois ont par exemple trouvé un emploi via le plan 1000 jeunes. Et cette année, dans le département, les 800 collégiens du réseau d'éducation prioritaire renforcée vont pouvoir expérimenter la plateforme Avenir Stage 3e, lancée dans le cadre du pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. 30 000 stages proposés en France aux jeunes des quartiers sensibles pour une première expérience positive dans le monde du travail. Propos collectés par Michael Elmidoro. Mettre en relation les jeunes de 3e, donc qui sont dans des collèges REP+, c'est réservé cette année au collège REP+, et les entreprises. Donc mettre des stages de qualité à des jeunes qui souvent n'ont pas le réseau nécessaire, donc n'ont pas les connaissances d'entreprise pour faire leur stage, galèrent, faut le dire, pour trouver un stage. Et donc cette plateforme qui est à la disposition des collèges en REP+, va leur permettre d'avoir accès à des offres auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'à maintenant. La plateforme est d'ores et déjà en ligne. Pour consulter ces offres, rendez-vous sur le site monstagedettroisième.fr. Retour d'un rendez-vous régulier à présent. À la fin de chaque mois, la rédaction de TV78 vous propose son dossier thématique. Cette semaine, nous nous intéressons à l'alimentation de nos enfants à l'école. Premier focus ce soir sur les lycées gérés par l'Île-de-France. La région continue de soutenir le bio. 1,5 million d'euros ont été injectés cette année pour aider 100 lycées à introduire ces produits et favoriser le circuit court. Marilène Yapichino s'est rendue dans 2 d'entre eux. Pour cette rentrée 2018, la région Île-de-France veut que ses lycéens mangent mieux. On veut du produit local et puis on veut que dans ce produit local, 50% soit du produit bio. Donc nous allons travailler sur cet approvisionnement. 100 lycées cette année seront concernés par l'introduction du bio. L'augmentation des tarifs pour les parents qui règlent le repas de leur enfant suivant leur quotient familial. Alors pour aider les lycées, la région finance à 40% les produits bio et à 60% le bio local. Du riz au menu, qui est bio justement. Au lycée des 7 Mares de Maurepas, on essaie de servir du bio depuis 6 ans. Objectif d'ici la fin de l'année, atteindre les 10% de produits bio dans les plateaux. Pour obtenir ces produits locaux, le lycée fait appel au groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Il y a des moments où ils n'ont pas forcément, alors soit parce qu'on est trop nombreux à en commander ou que les vaches n'ont pas donné assez de lait. Et la semaine dernière, je n'ai pas eu toute ma livraison, ils ont partagé quoi, pour que tout le monde puisse en avoir. Et je n'ai pas eu toute la livraison de yaourt que j'avais demandé. Ce qu'on a le plus de mal à trouver, c'est la viande. Car quand on parle restauration scolaire, on parle quantité. On passe à peu près 300 personnes en une demi-heure. Au maximum, ce sont 600 repas qui sont servis chaque jour d'ouverture de la demi-pension. Au lycée Jules Ferry de Versailles, on explose les compteurs. 1300 élèves sont inscrits à la cantine. La plus grosse difficulté, c'est de trouver des agriculteurs ou des commerçants qui sont prêts à jouer le jeu sur le volume. Puisque si on prend l'exemple des pommes de terre aujourd'hui, on est sur 350 kg de pommes de terre. Pour servir autant de repas, pas moins de 2 selfs et une organisation bien rodée. Donc notre cuisine fait une production à la minute. Au fur et à mesure que les élèves avancent ou les personnes qui sont à la demi-pension avancent, on leur fait de la production et on réajuste au plus près de façon à ne pas faire de gâchis et avoir un produit sain et de qualité servi chaque jour.
Ici, le mot d'ordre est local. Le chef de cuisine s'est rapproché de ses collègues, investis par les mêmes envies de circuits courts pour créer un réseau. En 2012, nous avons monté l'action Toquer du local qui était d'une réflexion de consommer des produits qu'on trouvait autour de nous, en Ile-de-France, puisque bien souvent on va chercher des produits très loin, alors qu'en Ile-de-France, il y a de très bons produits, que ce soit en volaille, en porc, en fruits et légumes, en produits laitiers. Ce jour-là, c'est la fête de la gastronomie, l'occasion parfaite de mettre en avant des produits les plus locaux possibles. Des moules de Normandie, des produits laitiers de la ferme de Grignon et du raisin français de différentes variétés. Je vous fais un assortiment ? Allez, on se fait ça. Au total, 20% des lycéens franciliens ont des produits bio dans leur plateau. On accueille sur ce plateau notre deuxième invité, Stéphane Noël. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'établissement français du sang d'Île-de-France. On fait le point avec vous sur les besoins du moment en don du sang. Cette actualité d'abord, l'EFS a suspendu il y a quelques jours l'utilisation d'un matériel de prélèvement de la marque Haemonetics. Il assurait une technique de prélèvement par aphérèse. Comment fonctionne cette technique ? Écoutez, cette technique est une technique relativement simple. Il s'agit de prendre le sang du donneur qui vient chez nous pour prélever, en l'occurrence avec cette technique, du plasma. Ce sang est centrifugé dans un bol à usage unique qui est un bol stérile, et ce bol à usage unique permet de centrifuger le sang pour que nous collections le plasma et nous restituions au donneur les éléments du sang dont nous n'avons pas besoin, en l'occurrence les globules rouges et les plaquettes. Cette technique, nous avons pris la décision de l'arrêter tout simplement parce que nous étions dans une logique de principe de précaution et nous avons eu des suspicions par rapport à l'utilisation de cette technique. Il faut savoir que notre priorité absolue, c'est la sécurité des donneurs, la sécurité des patients. Et à partir du moment où nous avons le moindre doute sur l'utilisation d'une technique, eh bien, nous arrêtons de l'utiliser. Il faut savoir que cette technique de prélèvement de plasma Haemonetics est une technique largement utilisée au niveau de l'EFS au niveau national. D'accord. Nous n'utilisions pas cette technique en Île-de-France, nous utilisons une autre marque. Mais nous avons d'autres types de séparateurs pour faire ce type de prélèvement en Île-de-France. Nous l'utilisons notamment pour prélever des plaquettes. Et nous sommes en constante veille, en constante surveillance de ces équipements afin d'adapter en permanence, en fonction des signaux dont nous disposons, la meilleure stratégie possible, étant entendu que la sécurité des donneurs, la sécurité des patients, c'est absolument nécessaire. Et c'est une technique primordiale, vitale, cette technique de prélèvement par aphérèse ? Alors effectivement, c'est une technique qui est importante, notamment s'agissant de la production de plaquettes. Il faut savoir que les plaquettes ont 5 jours de durée de vie. En Île-de-France, nous produisons à peu près la moitié de nos plaquettes sur des techniques d'aphérèse. Nous avons à peu près la moitié de notre parc qui est une marque Haemonetics. Nous avons une autre technique avec une autre marque et chacune des techniques représente à peu près 25% de la production de plaquettes en Île-de-France et le reste des plaquettes est produite grâce au sang total que nous prélevons tous les jours auprès de nos donneurs. Et c'est pour cette raison qu'il est absolument essentiel tous les jours de donner son sang. Quand nous donnons notre sang, nous pouvons soigner 3 patients. Nous fabriquons 3 produits avec une poche de sang qui est prélevée chez un donneur. Il faudrait combien de dons par jour, de dons par mois pour assurer les stocks ? Alors, idéalement, en Île-de-France, il faudrait 1700 dons par jour. Dans les journées qui fonctionnent bien, nous prélevons à peu près en Île-de-France 1000 dons par jour en Île-de-France. Donc, nous dépendons fortement de la province. Parce que nous n'arrivons pas à prélever le nombre de dons nécessaires chaque jour. Il faut savoir qu'actuellement, quand je dis il faut à peu près 1000 dons par jour en Île-de-France, actuellement nous sommes à peu près 20% sous notre objectif, parce que les donneurs ne se mobilisent peut-être pas suffisamment aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je profite de votre émission et je vous remercie de nous inviter pour lancer un appel afin que les donneurs viennent donner. Il est important de venir donner, que ce soit du sang total sur l'ensemble des collectes que nous organisons, mais également d'autres types de produits comme les plaquettes ou le plasma. C'est absolument primordial pour prendre en charge les besoins des patients. Toutes les informations à retrouver bien sûr sur le site internet de l'EFS Île-de-France. Alors on sait que l'été en général c'est une période où il y a moins de dons. Est-ce que l'été 2018 a dérogé à cette règle? Est-ce que les dons ont été plus nombreux? Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, les stocks sont au vert? Quelle est la situation? L'été 2018 a été un été particulièrement compliqué. Notamment, on a eu la Coupe du Monde qui a fait que pendant une période, les donneurs ont peut-être été plus assidus devant la télé, notamment parce que la France a eu la chance d'aller très loin dans cette compétition. Ensuite, nous avons vécu une période très difficile du fait de la canicule. La canicule a été très longue cette année.
elle a été très lourde, à la fois pour nos personnels et pour les donneurs, et nous avons eu une moindre fréquentation, ce qui fait que nous abordons aujourd'hui la rentrée, qui est dans une situation qui est tendue, voire très tendue. Et donc, pour cette raison, une nouvelle fois, nous avons besoin que les donneurs se mobilisent fortement sur nos sites fixes, à Versailles, au Chesnay, et à Poissy, où nous avons 2 sites fixes, et puis également sur l'ensemble des collectes mobiles. Et comme vous l'avez dit, on peut retrouver les informations sur nos collectes mobiles sur notre site internet. Merci Stéphane Noël d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de l'établissement français du sang d'Île-de-France. On le rappelle une dernière fois, toutes les informations à retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est l'un des plus grands événements sportifs du moment. La Ryder Cup débute demain au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Pendant la compétition, Tiger Woods, Rory McIlroy ou encore Phil Mickelson seront logés à Versailles, à l'hôtel du Trianon Palace. On va peut-être le voir en image, ça y est. Tout comme l'ensemble des équipes et staff européens et américains. Les premières arrivées ont eu lieu hier et se poursuivent aujourd'hui. Le début des entraînements est fixé à demain et la compétition officielle, elle, se déroule à partir de vendredi. D'ailleurs, toute cette semaine, TV78 vous proposera des émissions spéciales Ryder Cup depuis le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Voici le programme détaillé. Premier numéro ce soir à 18h45, rediffusion à 19h45 et 23h15. Le programme devait s'afficher... Ça y est, ça s'affiche. Voilà, vous avez les horaires des émissions. Premier numéro ce soir, 18h45, rediffusion 19h45 et 23h15. Une émission qui sera présentée ce soir par Wilfried Richy. Et vous le retrouverez également aux manettes de ces émissions spéciales Ryder Cup. Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. C'est dans vos habitudes désormais, avant votre 7-8 Sport, vous venez nous présenter les principaux résultats du week-end dans le département. Et les Franciliens, Michael, ont mis leurs chaussures de running ce week-end. Oui, de la course à pied, mais pas n'importe quelle course, Grégory. On fêtait ce week-end la 41e édition du Paris-Versailles, course mythique de 16 km qui relie la Tour Eiffel au château versaillais en passant par la redoutable Côte des Gardes à Meudon. Vous la connaissez bien, Grégory. Cette année, 25 000 coureurs ont pris le départ de l'épreuve. Le vainqueur est lui burundais. Abraham Niyonkuru s'est détaché dans le sprint final pour s'imposer en 51 minutes et 31 secondes. On écoute le vainqueur. Ça me fait plaisir que je gagne cette course. Ça fait, là c'est la 4e année. Les 3 années, j'ai fini toujours 2e. Aujourd'hui, c'est mon jour de gagner à 41e événement. Et je suis content. Chez les féminines, c'est l'Éthiopienne Shahara Kera qui l'emporte à 22 ans. La sportive franchit la ligne d'arrivée en 1h, 1 minute et 35 secondes. Elle devance la Française Laurie Lindekens de 2 minutes. Tout ce beau monde devrait se retrouver l'année prochaine pour une 42e édition du Paris-Versailles. On range les baskets de running, Michael, et on sort les ballons ovales. Vous parlez rugby à présent. Exactement, le ballon ovale commençait à leur manquer et ça s'est vu dans le championnat de division honneur. Versailles faisait sa rentrée sur le terrain de Montesson après une pause estivale et les Versaillais ont remporté leur premier match dans la douleur en s'imposant 21-18. Une victoire qui permet de lancer la saison du RCV qui vise cette année une montée en Fédéral 3 avec un gros recrutement effectué à l'intersaison. Prochain match dimanche prochain à domicile au stade de Porchefontaine contre le Roc Giffois. Toujours dans le championnat de division honneur, le Sky Rugby a repris son championnat par un festival offensif avec à la clé une victoire 26-5 sur le terrain de Melun-Comps-Sénart 77. Au classement, cette victoire lors de cette première journée permet aux Saint-Quentinois de prendre la place de leader. Prochain match dimanche prochain à 15h sur le terrain de Vaucresson. Un bon dimanche pour les rugbyman yvelinois en handball. Est-ce que les féminines de Montigny-le-Bretonneux ont aussi connu la victoire ? Et oui, Grégory, Montigny-le-Bretonneux s'est largement imposé ce week-end pour leur premier match de la saison à domicile dans cette Nationale 2. Les Igny-Montagnes ont dominé Patronage Laïque Granville Handball sur le score de 31-23. Un festival offensif qui permet aux joueuses de Denis Cholet de remonter à la 9e place du classement après 2 journées avec un bilan à l'équilibre d'une victoire et une défaite depuis le début de la saison. Merci Mickaël, toutes ces infos et bien d'autres encore à retrouver dans quelques instants. Votre émission, le 7-8 Sport, juste après le journal. On va terminer ce journal avec la Vallée de Chevreuse, direction la Vallée de Chevreuse où poètes et élèves en formation horticole ont pu travailler ensemble. Le nom de ce projet, Trait d'Union, entre la Maison Triolet Aragon et la Fondation Le Nôtre, reportage de Jules Colly. C'est au château de Pinceloup, à Stonchamp, que se prépare un événement bien particulier, mêlant poésie et nature. Soutenu par le parc régional de la Vallée de Chevreuse, le projet Trait d'Union
propose une collaboration entre artistes-poètes de la maison Triolet Aragon et jeunes élèves de la Fondation Le Nôtre par le biais d'ateliers poésie. La maison Triolet Aragon intervient, elle, au château de Pinceloup et sur 3 jours pour proposer des ateliers autour de la poésie avec l'idée de créer une bande sonore donc, qui mêlerait à la fois des sons que les élèves de l'école Le Nôtre, donc, qui a ses locaux dans les murs du château de Pinceloup, va aller capter dans le parc et les différents espaces dans lesquels ils travaillent et qui seront ensuite assemblés à la voix de ces mêmes élèves récitant des textes, donc différents poèmes de différentes époques qui tous sont liés par une même thématique. Donc, d'une part, il y a un premier travail de défrichage qui est fait pour favoriser la compréhension puisque les élèves auprès desquels nous intervenons ne sont pas francophones. Ouais, c'est pas plus simple, mais j'ai appris. Sinon, c'est pas plus simple. Ça fait 1 an que je suis en France. Un travail difficile mélangeant littérature et environnement que ces étudiants en horticulture abordent avec un grand enthousiasme. Les jeunes ici, ils ont plusieurs projets du coup en cours. Toute cette année, ils étaient en classe préparatoire. Ils ont donc beaucoup travaillé dans la serre qui se trouve là juste à côté. Ils ont fait beaucoup de bouturage, de semis. Ils ont appris avec leur éducateur les différentes techniques. Ça leur permet à la fois d'être dans une position d'apprenant, mais aussi d'être vraiment acteurs dans la mesure où, par exemple, la prise de son en extérieur leur permet de montrer leur travail, les lieux qu'ils fréquentent. Ça a été plutôt positif. Les jeunes se sont montrés motivés, plutôt investis. Certains jeunes ont même mémorisé leurs poèmes, ce que je ne pensais pas au départ. C'est des poèmes qui sont quand même pour beaucoup assez compliqués, du Victor Hugo, du Rimbaud, etc. Mais ils se sont intéressés au projet. Un projet fait avec le cœur, mélangeant installations graphiques et sonores, qui prendra place le 8 octobre, gratuitement, dans les couloirs du château. C'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.